Une pression artérielle qui s'envole. C'est une situation médicale qui, on le sait, fait assez peur. Et c'est bien plus fréquent qu'on ne l'imagine. Mais la question c'est, est-ce que c'est toujours le signe d'une catastrophe imminente? Aujourd'hui, on va essayer de démêler le vrai du faux. Alors voilà les chiffres qui, en général, déclenchent l'alarme. Une pression systolique qui dépasse les 180 ou une diastolique au-dessus de 120. C'est vrai que quand on voit ça sur un tensiomètre, le premier réflexe, c'est souvent un petit coup de panique. Mais la vraie question, elle est là. Est-ce que ce chiffre, aussi impressionnant qu'il soit, veut dire automatiquement qu'il y a un danger de mort? Eh bien, la réponse est beaucoup plus nuancée que ça, et c'est justement ce qu'on va clarifier ensemble. Pour y voir plus clair, voici comment on va avancer. D'abord, on va définir ce qui est une vraie alerte. Ensuite, on fera une distinction absolument cruciale entre l'urgence vraie et l'urgence relative. Puis, on verra le danger réel pour les organes, comment le diagnostic est posé, et pour finir, quelle est la bonne stratégie de traitement. Alors, première étape. Qu'est-ce qui transforme une simple mesure élevée en une véritable alerte rouge pour les médecins? Voilà la définition médicale officielle. Le point absolument crucial ici, ce n'est pas seulement le chiffre. Non, c'est l'association de ce chiffre très élevé avec des preuves que des organes vitaux, ce qu'on appelle des organes cibles, sont en train de subir des dommages. C'est vraiment cette combinaison qui définit l'urgence. Et là, on arrive au cœur du sujet, la différence fondamentale entre deux situations qui, sur le papier, peuvent sembler identiques. Ce tableau illustre parfaitement cette distinction clé. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'urgence relative. Oui, les chiffres sont très hauts, mais les organes, eux, vont bien. La cause, très souvent, c'est un pic d'anxiété et le traitement peut se gérer à la maison avec un suivi. Mais de l'autre côté, on a l'urgence vraie. Les mêmes chiffres, mais là, les organes souffrent. Ici, le corps n'arrive tout simplement plus à se protéger et il faut une hospitalisation immédiate avec des médicaments par intraveineuse. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette fameuse atteinte des organes cibles? Parce que c'est vraiment là que se situe tout le danger. Le cerveau, le cœur, les reins, les gros vaisseaux comme l'aorte et même les yeux. Quand la pression est trop forte et surtout trop longtemps, tous ces systèmes critiques peuvent commencer à lâcher. Ça peut aller de l'AVC à l'infarctus en passant par une insuffisance rénale aiguë. Les conséquences sont graves et potentiellement mortelles. Et cette image illustre brillamment ce qui se passe dans le cerveau. Il faut imaginer un barrage, en fait. Normalement, les vaisseaux du cerveau se contractent pour le protéger d'un afflux de sang trop puissant, mais face à une pression vraiment extrême, ce mécanisme de protection, on appelle ça l'autorégulation, est complètement dépassé. Le barrage cède, les vaisseaux se dilatent d'un coup, et le cerveau se retrouve inondé, ce qui crée un œdème. D'accord, mais alors comment les équipes médicales aux urgences font le tri rapidement entre ce qui est une simple frayeur et une situation vraiment critique? Eh bien, c'est un processus qui est à la fois rapide et très méthodique. D'abord, on confirme la pression artérielle, puis, tout de suite, un examen clinique ciblé. Ensuite, des analyses de sang et d'urine pour chercher des signes de souffrance des reins, un électrocardiogramme pour vérifier le cœur et, si besoin, un scanner du cerveau. En quelques heures à peine, le verdict tombe. On en vient au traitement, en cas d'urgence hypertensive avérée. Et là, l'approche peut paraître contre-intuitive. L'objectif, ce n'est surtout pas de faire chuter la pression le plus vite possible. En fait, l'objectif dans la première, voire les 2 premières heures, ce n'est pas du tout de revenir à une pression normale. C'est de la baisser de seulement 20 à 25%. C'est une réduction qui se veut contrôlée, progressive, pour ne pas aggraver les choses. Cette citation, elle vient tout droit des directives médicales et elle résume parfaitement la philosophie. Une baisse trop rapide, trop brutale, pourrait en fait être très dangereuse, surtout pour le cerveau. Ça risquerait de priver les organes d'un flux sanguin auquel ils se sont en quelque sorte habitués, même si ce niveau est élevé. C'est précisément pour cette raison que tout se passe en unité de soins intensifs. Les médicaments sont donnés par voie intraveineuse, ce qui permet à l'équipe médicale d'ajuster les doses de façon hyper précise, quasiment minute par minute, pour atteindre cette cible de réduction de pression en toute sécurité. Sans vouloir faire un cours de pharmacologie, ça donne un aperçu des outils qui existent. Des médicaments comme le labétalol ou la nicardipine sont choisis spécifiquement en fonction de l'organe qui est atteint et de la situation du patient. Chaque molécule a ses propres spécificités pour un contrôle vraiment sur mesure. Alors, au final, après toute cette analyse, qu'est-ce qu'il faut absolument retenir? Quelle est la leçon la plus importante? Si on résume l'essentiel, un chiffre, aussi haut soit-il, ne raconte pas toute l'histoire. La vraie urgence, c'est ce chiffre plus des symptômes qui montrent que les organes souffrent. L'anxiété, elle, peut faire grimper la pression très haut sans qu'il y ait de danger immédiat. Et enfin, le traitement, c'est une descente contrôlée, jamais une chute libre.
Et finalement, ça soulève une question un peu plus large. À une époque où l'on peut mesurer soi-même plein de paramètres de santé, la vraie compétence, ce n'est peut-être pas tant de collecter les données, mais plutôt d'apprendre à interpréter leur contexte. C'est savoir faire la différence entre un chiffre qui fait peur et une alarme qui est bien réelle.